Donc bienvenue bien sûr à cette journée effectivement qui est consacrée aujourd'hui à la question difficile de la cohabitation du lieu de vie et du lieu de soins, qui est une question tout à fait importante. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes présentes. C'est une question difficile. C'est parfois même une question. Oui, ça c'est moi. Je vais faire avancer. C'est même parfois peut-être un équilibre relativement intenable et on essaiera d'y réfléchir ensemble. Il y a vraiment, alors quand on regarde la littérature ou qu'on regarde un peu ce que nos institutions pensent de cette question, vous allez voir que ben, il y a vraiment une vraie difficulté à la penser pour l'instant et il y a une vraie nécessité de penser en commun la façon dont on peut mettre en place des soins aussi bien dans les institutions médico-sociales qu'à domicile. Euh, le lieu de vie, c'est l'espace physique où on habite, hein. C'est relativement simple, mais c'est surtout un espace identitaire. C'est-à-dire que c'est là que l'on est chez soi, que l'on est pratiquement soi. Et que c'est un espace vécu, porteur de sens, d'expérience et puis de mémoire également. Et on verra à quel point le fait que ce soit effectivement un espace de mémoire est parfois bouleversé. Ben, il est bouleversé lorsque les soins deviennent nécessaires dans ce lieu de vie. Euh, et euh, donc la question reste extrêmement complexe. Alors c'est une question qui est récurrente, pardon, c'est une question qui est récurrente et même fondatrice des établissements d'hébergement, notamment pour personnes âgées, qui accueillent, et on devrait plutôt mieux dire, et je conclurai tout à l'heure là-dessus, c'est là où, notamment et c'est là qu'ils habitent et qu'ils vivent, plus que où ils sont accueillis. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les gériatres, qui étaient une profession à l'époque tout à fait émergente, ont exprimé la volonté de démédicalisation des structures d'hospice qui jusque-là accueillaient les personnes âgées, mais également les personnes en situation de handicap et également les personnes en situation de précarité. En 1960, lors de la préparation du troisième plan sanitaire, euh, euh, il est ainsi prévu dans le chapitre sur la doctrine de l'hébergement des vieillards, c'est comme ça encore qu'ils étaient appelés à l'époque, de réunir les ménages et puis de séparer les vieillards, les infirmes et les incurables, qui était effectivement la dénomination depuis le début du 19e siècle des personnes qui étaient hébergées dans les hospices. Et ça parce que ces structures étaient jugées beaucoup trop médicalisées. Et puis je vous ai mis quelques photos qui datent effectivement de cette période, avec notamment l'infirmerie de ce qui s'appelait déjà la maison de retraite, mais qui était en fait un hospice. Et effectivement, les gens étaient soignés sur place dans les hospices et n'allaient pas à l'hôpital. Cette doctrine va se concrétiser dans la loi du 31 décembre 1970 par la création et la séparation surtout de deux champs. L'un qui correspondait à ce qu'on a appelé les maisons de retraite et l'autre les unités de soins de longue durée. Euh, il était entendu que les unités de soins de longue durée allaient accueillir les personnes qui seraient les plus fortement handicapées et les plus lourdement malades, et on a laissé les unités de soins de longue durée du côté du sanitaire. Et de l'autre côté, des maisons de retraite qui devaient accueillir des personnes âgées, peu malades, peu handicapées, préférence encore totalement indépendante, et qui souhaitaient vivre en communauté dans un contexte qui était le contexte effectivement d'une modification sociologique importante dans laquelle la cellule familiale commençait à éclater, et puis la cohabitation intergénérationnelle, elle aussi, diminuait de façon extrêmement importante.
Alors, je vous ai mis là la photo du Bois Fleuri, qui est l'EHPAD dans lequel j'ai travaillé un certain temps. Et le jour de son inauguration, alors ça s'est fait le 14 juillet 1966, et vous voyez, alors outre le ministre, dont je ne sais plus le nom, qui est devant, et le maire de Strasbourg, vous voyez surtout les personnes qui vivaient à l'époque en maison de retraite et qui sont là sur les balcons et secouent un peu les drapeaux. C'est donc effectivement une vision d'une vie en commun de personnes qui n'ont pas beaucoup d'aide. Le Bois Fleuri, quand il a ouvert, n'avait absolument aucune infirmerie. Il n'y avait pas de soignants au sein du Bois Fleuri. Et la salle à manger était au rez-de-chaussée, tout le monde s'y rendait. Et il y avait des escaliers, des marches qui y conduisaient. Donc ça, c'est la façon dont ça a été envisagé. De fait, la réalité a rapidement contredit les attentes et qui a conduit à ce moment-là, dans les années 90-2000, à une véritable crise de sous-médicalisation de ces maisons de retraite et qui se sont trouvées effectivement dans des situations extrêmement difficiles dans la mesure où les besoins à la fois en soins et en aide sont devenus très rapidement croissants. Les personnes qui avaient été admises ont commencé à vieillir, sont devenues de plus en plus malades et ont eu besoin de plus en plus d'aide. Et en même temps, les personnes qui étaient progressivement accueillies, du fait de l'amélioration progressive des soins à domicile, elles aussi étaient de plus en plus malades et de plus en plus nécessiteuses d'aide. Ce qui fait, par exemple, dans le Bois Fleuri, qui me sert de fil conducteur, un peu avant les années 2000, on a commencé à construire une infirmerie en supprimant quelques chambres. Puis on a commencé à installer des salles à manger à chaque étage, puisqu'ils ne pouvaient plus descendre tout seuls. Enfin, il y a eu une véritable modification à ce moment-là, qui s'est faite une fois de plus dans une certaine catastrophe, parce que ça ne correspondait absolument pas au modèle qui avait été envisagé. Alors il y a les lois de 1997 et de 2002 qui vont acter à ce moment-là cette évolution en créant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, qui ne pourront plus accueillir que des personnes, et je cite, ayant des besoins de soins et d'aide quotidiens pour effectuer les actes de la vie courante. Ils seront assistés à ce moment-là par des soignants, et c'est prévu à ce moment-là dans les textes que ces structures soient médicalisées, ce qui n'était pas le cas jusque-là, encadrées par un médecin coordinateur, parfois, de moins en moins. Le financement suivra cette évolution, vous le savez, avec la triple tarification, là aussi, qui dit clairement qu'il y a une partie consacrée aux soins, une partie consacrée à la dépendance, nouvelle dénomination du handicap des personnes âgées également depuis 1997, et puis une partie consacrée à l'hébergement, donc finalement au lieu de vie. Les injonctions à soigner vont progressivement de soigner le résident sur ce lieu collectif, vont en plus s'accentuer au fur et à mesure de l'avancée, et notamment des 2 premières décennies de ce siècle. La pandémie de la Covid et la crise prolongée des urgences, notamment, ont accrédité progressivement pour le grand public et pour une partie des soignants que le meilleur, voire le seul endroit où on devrait soigner le résident, ce serait son lieu de vie, entraînant bien sûr des pertes de chance pour les malades, refusés par l'hôpital du fait non de leur pathologie, mais de leur lieu de résidence. Vous savez très bien que lorsque vous appelez le 15, il y a des questions récurrentes, c'est de savoir si la personne est en EHPAD, et puis la question suivante, c'est quel est son GIR. Ce qui n'a rien à voir avec la pathologie de la personne. Et puis, il y a des incitations parlementaires qui vont tout à fait dans ce sens. Un rapport de la Cour des comptes qui a été ensuite complété par un rapport du Sénat en 2022, envisageant encore une médicalisation accentuée des établissements. Ce problème, finalement, cette évolution ne serait pas un problème si, en parallèle, on mettait en avant en permanence que l'EHPAD est un domicile, que l'EHPAD est un lieu de vie,
et que la revendication des établissements, effectivement, que ce soit un lieu de vie, est également tenue par les soignants eux-mêmes, qui deviennent de ce fait relativement schizophréniques. Et c'est un lieu de vie qui devrait offrir aux résidents un chez-soi, alors qu'il s'agit au mieux d'un chez-soi chez un chez nous, parce que il y a beaucoup de monde autour et dans les pièces. Le cahier de charge des institutions sociales et médico-sociales de 99 précise que l'espace privatif doit être considéré comme la transposition du domicile du résident, doit pouvoir être personnalisé, permettre aux personnes âgées qu'ils souhaitent d'y apporter du mobilier personnel et autres que les cadres et photographies et objets familiers, et de recevoir dans l'équivalent d'un chez-soi. C'est même écrit donc dans cet arrêté. De fait, cette vision ne résiste absolument pas à la réalité, et ça dès sa publication, puisque, vous le savez, les surfaces de chambres sont limitées pour des questions de coût, de construction, que l'aménagement doit répondre quand même à des règles de sécurité, et que vous ne mettez pas n'importe quoi dans ces chambres, parce que les pompiers qui passent régulièrement vous disent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. On ne peut pas mettre des rideaux, enfin, ou alors des rideaux inifugés, ce qui est quand même relativement difficile à trouver, et plein d'autres choses. Et puis, ça doit également répondre, et avec raison, à des normes ergonomiques pour les soignants qui y interviennent. La multiplication finalement des dispositifs destinés aux soins et à la surveillance dans ce domicile, que ce soit le médicalisé, rail de transfert, plus récemment maintenant les détecteurs de chute, voire les détecteurs de dépression ou d'anxiété, laisse de fait de moins en moins de place au chez-soi dans des environnements qui sont parfaitement normalisés, technicisés et médicalisés de fait. Ce qui fait qu'on entre ces injonctions, l'EHPAD a beaucoup de peine à trouver sa place. Et on peut se poser un certain nombre de questions qu'on va essayer effectivement de travailler au jour. Est-ce que le lieu de vie est-ce que c'est un lieu de vie dans lequel se pratiquent des soins, l'EHPAD? Et quels types de soins peuvent être pratiqués en EHPAD pour la sécurité tant des soignants, des soignés, pardon, mais également des soignants? Avec la question qui est celle qui est posée également par les états généraux de la bioéthique, jusqu'où traiter et jusqu'où faut-il traiter en EHPAD? C'est une vraie question, et avec les injonctions actuelles qui seraient plutôt de tout traiter en EHPAD, il va falloir vraiment le réfléchir et le défendre. Le lieu de soins par défaut dans un contexte de crise d'accès aux soins des personnes âgées vivant en EHPAD, ça c'est absolument insupportable et tout à fait délétère, parce que ça entraîne vraiment des pertes de chance pour les personnes. Accès aux hôpitaux, mais également aux médecins traitants. Un lieu de soins plus qu'un lieu de vie dans un mouvement de retour dans les hospices, ça c'est vraiment le risque qu'on peut avoir. Et quand on se rappelle toute la réflexion qui a été portée par les gériatres dans les années 60-70, il ne faut surtout pas que ça se fasse comme ça. C'est-à-dire s'il s'agit de reconstruire des hospices, enfin de refaire des hospices, on n'aura pas gagné grand-chose, on aura fait une boucle d'une soixantaine d'années. Les soignants souffrent véritablement de ces tiraillements, peinant à trouver le juste sens de leur accompagnement. Ça, j'en suis profondément convaincu, notamment dans les interventions qu'on peut faire lorsqu'on est sollicité sur des questions éthiques. C'est extrêmement difficile de faire tenir ensemble un lieu de soins complexe avec un lieu de vie raisonnable. Le domicile, lui aussi, vit cette difficulté. J'ai remis une image, mais c'est vrai que, ayant travaillé en HAD, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que la grande majorité des patients, des Français, pardon, expriment le désir de mourir chez soi. Ça, c'est mis en avant. Suivant les sondages, c'est 60-70%. Mais vous le savez, être soigné chez soi durant les derniers moments de sa vie, y mourir, ça veut également dire d'être soigné, parfois de façon prolongée, et parfois de façon intense, avant de mourir. Mourir chez soi, oui, mais ça veut dire également être soigné au préalable chez soi. Ça signifie donc une médicalisation qui sort de l'espace hospitalier pour entrer dans le domaine domestique de la personne. Et l'espace domestique doit alors être réaménagé profondément, parfois très profondément, avec des armoires qui disparaissent, qu'on démonte, qu'on met ailleurs, des salles à manger qui se transforment en espace de médicalisation.
Et puis, il doit également accueillir cet espace de très nombreuses personnes, que ce soit des soignants divers, des techniciens, des familles et proches qui avaient quitté le domicile ou n'y venaient que très ponctuellement et qui finissent par y venir très régulièrement pour permettre ce maintien à domicile. Donc le domicile se transforme à ce moment-là en un lieu de prestation de soins, ce qui peut vraiment déclencher, et il y a énormément d'études sociologiques qui le montrent, un sentiment d'expropriation devant les déplacements qui sont obligatoires, déplacements des meubles, apparition de matériel médical, ne fût-ce que le lit médical, les lits médicalisés, l'entrée d'un lit médicalisé dans un domicile est souvent vécu comme un véritable traumatisme. Et puis effectivement, en même temps, les odeurs d'hôpital. J'avais lu une étude dans laquelle, une étude qualitative dans laquelle le monsieur disait que moi le matin quand je me levais, j'avais une odeur de café. Maintenant quand je me lève, ça sent l'hôpital et c'est plus chez moi du coup. L'effacement des routines familières au profit des rythmes de travail de soignants également, parce que je me rappelle toujours dans ma pratique d'HAV, j'avais une fois compté le nombre d'intervenants chez une des dames qui avait effectivement une pathologie très lourde. On était arrivé à 12 intervenants différents tous les jours. Donc, plus les aidants familiaux. Alors, même si la France a répété depuis maintenant très longtemps, puisqu'on peut remonter à la Révolution, sa volonté de favoriser le maintien à domicile, ça a été répété en 1905, ça a été répété dans le rapport Larocque. Le fait, c'est que la politique n'a vraiment jamais donné les moyens de ce maintien à domicile, tant au niveau de la structuration qu'au niveau de la valorisation, mais également de la reconnaissance sociale, sociétale, tant des professionnels qui interviennent, mais également des proches aidants qui sont indispensables dans ce maintien à domicile. On peut à ce moment-là réitérer les questions que j'ai posées tout à l'heure concernant l'EHPAD. Comment respecter le domicile tout en y pratiquant des soins? Quels types de soins peuvent être pratiqués à domicile en sécurité? À nouveau pour les soignés, les soignants, mais également pour les proches aidants, pour éviter l'épuisement. Et puis, comment obtenir un consentement éclairé à ces soins à domicile en tenant compte aussi de la vie des aidants et en luttant souvent contre une image de la maison qui est idéalisée, qui est la maison d'avant la maladie, mais qui ne ressemblera plus à la maison d'avant la maladie. Donc ça, c'est toutes des questions que je pense et j'espère qu'on pourra aborder aujourd'hui. Les soins réalisés au sein d'un lieu de vie, alors qu'il soit ancien et longuement vécu comme le domicile, ou plus récent et réduit comme en EHPAD, relèvent sans doute d'un nouveau cadre de réflexion éthique des soins. Le soin est généralement associé à l'accueil. Il est associé à l'hospitalité. Hospitalité, dont hôpital et hospice partagent l'étymologie hospitalitas, qui veut dire action de recevoir comme hôte. Donc le soignant hôte accueille le soigné et le soigné étranger est accueilli. Or, les soins tant en EHPAD qu'à domicile, ce sont à la fois le soignant et le soigné qui accueillent, puisque le soigné accueille le soignant chez lui. Et puis, effectivement, le soignant continue à accueillir le soigné dans sa souffrance et dans ses besoins. Il s'agira très certainement de passer, comme le suggère Alain Lout, à propos de la télémédecine et de l'éthique de la télémédecine, d'une éthique de l'accueil qui continue quand même à être celle qui régit aussi bien le domicile que les structures médico-sociales. Je l'ai dit au départ, on dit les personnes âgées sont accueillies en EHPAD. Et rarement on dit qu'ils y vivent. Donc de passer cette éthique de l'accueil à une éthique de la spatialisation, c'est son terme, ou plus exactement les associer. Éthique de l'accueil qui reste tout à fait indispensable, mais aussi éthique de la spatialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas les principes éthiques qui varient dans cette réflexion différente, ce sont surtout leur mise en œuvre qui doit être repensée, puisqu'il faut également intégrer le milieu de vie, intégrer la façon dont les soignants et leurs techniques s'implantent dans ce lieu de vie,
et puis associer tous ceux qui y vivent et y passent, et pas seulement le seul soigné et le soignant. Il faut y associer bien sûr les aidants et puis tous les intervenants qui passent et réfléchir globalement à cette éthique. Et en mettant à jour des géographies des responsabilités, je cite toujours Alain Lout, qui se dessinent autour des intervenants et des dispositifs techniques. Donc il s'agira de faire vivre ensemble une géographie de la santé, qui est indispensable lorsque effectivement les besoins médicaux augmentent, mais également une géographie de l'intime. Et c'est également de ça que l'on parlera notamment tout à l'heure. C'est l'objectif de cette journée annuelle et qui j'espère sera riche, enfin je n'en doute même pas puisque je sais qu'il va intervenir et donc j'espère qu'on répondra en tout cas partiellement aux questions que j'ai pu poser lors de cette présentation.